Bonjour et bienvenue sur le podcast des rencontres de l'Indo-Pacifique, un programme qui vous est proposé par Amarante International. Amarante International est l'un des principaux acteurs européens de la sûreté et de la protection des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Le groupe emploie 1250 salariés et dispose de 20 filiales à l'étranger. Il nous a paru légitime de partager notre expérience internationale sur de grands faits géopolitiques. C'est dans ce contexte que nous vous proposons aujourd'hui une série de podcasts sur l'Indo-Pacifique qui s'ouvre dès maintenant. Notre premier invité est Jean-Marc Balancy. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Marc Balancy est docteur en sciences politiques et auteur d'une thèse sur la diplomatie navale de la France dans l'océan Indien. Il a également écrit plusieurs ouvrages géopolitiques, dont le célèbre Monde rebelle, un ouvrage qui a bercé toute une génération d'analystes. Il a également travaillé au FGDN pendant 10 ans et a été directeur du pôle analyse d'une société de conseil pendant 18 ans. Il est actuellement consultant et créateur du blog d'analyse prospective Horizon Incertain. Alors Jean-Marc, peut-être pour débuter notre entretien, allons-nous essayer de définir ce qu'est l'Indo-Pacifique. C'est quand même un concept assez large qui, je crois, en plus, fait l'objet de définitions, d'interprétations différentes. Absolument. À l'origine, le terme est un terme de géographie qui sert à désigner les espaces tropicaux et subtropicaux en océan Indien et dans le Pacifique de l'Ouest. Donc c'est un terme qui a une totale neutralité, qui est sans connotation quelconque. Il va acquérir une dimension géopolitique, il va basculer dans le champ de la géopolitique vers la fin des années 90, le début des années 2000, lorsqu'il va servir à accompagner un petit peu au niveau conceptuel le glissement du centre de pouvoir qui jusqu'à présent était situé dans la zone euro-atlantique vers le monde indo-pacifique. Alors, le terme acquiert ses dimensions géopolitiques d'abord dans les travaux académiques essentiellement anglo-saxons au début du XXIe siècle et est utilisé pour la toute première fois dans un registre diplomatique officiel en 2007, dans un document japonais, à l'occasion de la visite du Premier ministre Shinzo Abe en Inde, l'idée étant de concevoir, de rationaliser un petit peu la politique japonaise dans cet espace-là, sachant qu'à l'époque, le Japon investit et finance un certain nombre de projets d'infrastructure dans la péninsule indo-chinoise, dans le golfe du Bengale et en Afrique de l'Est. Et cette visite donc permet de concrétiser cet effort japonais dans cette zone afin de marquer les progrès enregistrés par la Chine, le grand concurrent du moment. Et le terme ensuite va être repris à partir de la seconde moitié de la décennie 2010 dans toute une série de livres blancs ou de documents d'orientation stratégique ou géopolitique dans une dizaine de pays, alors essentiellement des pays occidentaux et une bonne majorité extra-régionaux, paradoxalement. Les deux seuls pays, les régionaux de l'étape à reprendre ce concept étant le Japon, où il est apparu, et l'Inde, qui est un peu au cœur du concept. Mais c'est un concept qui est particulièrement réfuté par les Chinois, qui préfèrent maintenir le terme de zone Asie-Pacifique, étant donné que le basculement sémantique fait disparaître la notion d'Asie au profit d'une notion d'Inde, le principal rival de la Chine. Donc, à partir de la seconde moitié des années 2010, on peut recenser une dizaine de publications de livres blancs. Alors, c'était le cas d'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, évidemment, mais également de la Grande-Bretagne, de la France, à partir des années 2018-2019, et des pays plus exotiques, entre guillemets, pour la zone, comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, et encore récemment, l'Union européenne, en 2021, a publié un document sur la stratégie européenne dans la zone Indo-Pacifique. Alors, indépendamment de la publication, ces publications officielles, le concept s'enracine avec un certain nombre de décisions organisationnelles qui sont loin d'être symboliques. Je pense en particulier à la décision prise par le Pentagone de rebaptiser le Grand Commandement Pacifique, l'US-PACOM, en rajoutant le préfixe Indo. Donc, depuis 2018, ce commandement basé à Hawaï s'appelle le US Indo-PACOM, donc commandement Pacifique, commandement Indo-Pacifique. Voilà.
Et une autre décision organisationnelle qui prend tout son sens, c'est en 2020 la décision du ministère indien des Affaires étrangères de créer une direction Indo-Pacifique en charge de superviser les relations avec les pays riverains, l'ASEAN également, et l'organisation régionale qui couvre l'océan Indien et qui s'appelle l'Indian Ocean Rim Association, l'IORA. Donc on voit que les grands pays de cette zone ont cherché finalement à la définir à leur profit, mais nous par exemple en tant que Français, puisque nous sommes intéressés au premier chef, puisque nous avons le deuxième espace maritime au monde, est-ce que vous pouvez finalement borner, définir géographiquement cet espace ? Alors c'est un exercice un peu délicat, étant donné que lorsqu'on analyse un peu les documents officiels qui existent, on trouve pratiquement une définition de la zone distincte dans chaque document. Donc c'est vraiment, il y a un grand flou au niveau des limitations, en particulier au niveau de la bordure occidentale. Alors, ce qui fait consensus, c'est que évidemment la zone regroupe deux grands espaces océaniques qui sont le Pacifique et l'océan Indien, une grosse masse continentale constituée par l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, le sous-continent indien, le bloc continental australien et une foultitude de petits territoires insulaires dans le Pacifique Sud essentiellement. Toute la question est de savoir où est-ce qu'on arrête, où est-ce qu'on pose des bordures, des limitations, en particulier donc de la partie occidentale concernant l'océan Indien. Donc là, il y a autant de définitions que de sensibilités en fonction des pays. Il y a toute une série de questions à trancher en fin de compte. Par exemple, est-ce que l'on inclut ou non l'Iran dans cette zone-là, sachant que l'Iran possède un important littoral sur l'océan Indien, que la marine iranienne est régulièrement déployée en mer d'Arabie, on aurait tendance à l'inclure dans la zone. Alors, est-ce qu'on s'arrête au détroit d'Ormuz ? Est-ce qu'on inclut les Émirats arabes, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, le fond du Golfe arabo-persique avec l'Irak ? Première, autre question, entre guillemets, à trancher. Et si on prend une vision un peu maximaliste, c'est-à-dire on prend tout le Golfe arabo-persique et la péninsule arabique, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la mer Rouge ? Est-ce qu'on s'arrête au détroit de Bab el-Mandeb ? On inclut quand même Djibouti, qui me semble incontournable, étant donné que cela abrite plusieurs bases militaires, et en particulier une base militaire chinoise, ce qui est loin d'être un épiphénomène par rapport aux questions qui nous intéressent. Mais est-ce qu'on remonte tout le long de la mer Rouge ? Est-ce qu'on inclut l'Éthiopie ? Est-ce qu'on inclut le Soudan ? Est-ce que l'Égypte est une puissance indo-pacifique ou pas ? Même chose concernant le littoral de l'Afrique de l'Est, on descend. Est-ce que le Mozambique, par exemple, est-ce que l'insurrection djihadiste au Cabo Delgado actuellement est un foyer de tension indo-pacifique ? Oui, non. Alors quand on observe un peu les différents protagonistes des projets gaziers au large de Cabo Delgado, on voit quand même qu'il y a beaucoup de compagnies asiatiques, en particulier indiennes, qu'une bonne partie de la future production gazière sera à destination des marchés asiatiques et en particulier indiens. Donc j'aurais tendance à inclure le Cabo Delgado, les gisements gaziers, au sein de la zone Indo-Pacifique. Qu'en est-il de l'Afrique du Sud ? Là aussi, on aurait, je pense, tendance à l'inclure dans la zone Asie-Pacifique, du fait que c'est un BRICS et que la zone Indo-Pacifique entre la Chine et l'Inde abritent plusieurs de ces BRICS, que l'Afrique du Sud abrite une importante diaspora indienne. On rappellera que Gandhi a démarré sa carrière d'activiste en Afrique du Sud avant de rentrer en Inde et obtenir l'indépendance du sous-continent, qu'une bonne partie du commerce extérieur sud-africain est tournée vers la Chine et vers les puissances asiatiques, donc ça me semble logique également de l'intégrer. Mais on peut également se poser des questions sur est-ce qu'on inclut ou pas les puissances d'Asie centrale. Alors, sachant que dans une organisation comme l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Inde est en train de basculer, d'intégrer cette organisation-là. Donc, est-ce qu'on inclut tous les pays en ce temps qui disposent d'importantes ressources énergétiques ? Là aussi, cela peut faire débat. Se pose également la question de intègre-t-on ou pas dans le concept d'Indo-Pacifique la Russie ? Alors, il y a des choses évidentes comme l'existence de Vladivostok, le siège de la flotte soviétique et ensuite russe du Pacifique. Il y a la problématique des Kourils également, enfin par beaucoup d'aspects, au moins l'Extrême-Orient soviétique est à intégrer dans l'espace Indo-Pacifique, mais quid de la Sibérie ? Aussi, vu les connexions énergétiques sino-russes, on peut penser que cela peut basculer dans l'espace, mais est-ce qu'on s'arrête à l'Oural ? Est-ce qu'on intègre la partie européenne de la Russie ? Le document néerlandais, le livre blanc néerlandais, a tendance à intégrer l'intégralité
de la Fédération de Russie. Donc Saint-Pétersbourg, quelque part, appartient à l'espace Indo-Pacifique, entre guillemets. Et ensuite, autre problématique, là on bascule complètement de l'autre côté, donc on intègre bien entendu les États-Unis qui sont une grande puissance Indo-Pacifique, au minimum du fait de leur possession de Hawaï, mais évidemment la Californie, toute la côte ouest, et globalement c'est une puissance mondiale qui n'arrête pas d'intervenir sur la zone. Le Canada également, alors est-ce que c'est tout le Canada ou juste la Colombie-Britannique et Vancouver? Est-ce que l'on intègre également tout le littoral centre et latino-américain? Est-ce que la Colombie, est-ce que le Pérou, est-ce que le Chili appartiennent à l'espace Indo-Pacifique? Ils sont membres de l'APEC pour une bonne part, donc on aurait tendance effectivement à le faire. Donc on a une vision maximaliste d'un côté qui irait grosso modo du canal de Suez au canal de Panama, avec tout ce qu'il y a au milieu, et donc là ça représente les 2 tiers d'humanité, 60 à peu près les 2 tiers des espaces océaniques, la moitié des terres émergées, 60% du PIB mondial. Ou est-ce qu'on se restreint à une vision plus minimaliste, visant uniquement à développer un concept stratégique ayant pour ambition de contenir l'expansionnisme chinois? Et là, on se contente juste du Pacifique Sud, du Pacifique Ouest, des détroits de Malacca, Singapour, et une bonne partie de l'océan Indien. Juste pour finir sur ces questions de définition, il faut peut-être citer la vision américaine avec les délimitations du commandement Indo-Pacifique, qui s'arrête en fin de compte à la moitié de l'océan Indien, qui est partagé en fin de compte entre 3 grands commandements américains. Toute la partie orientale appartient à US Indo-PAC-COM. La mer d'Arabie, le cadran nord-ouest appartient à CENTCOM, et tout ce qui est situé au nord de Madagascar, le canal du Mozambique et l'Afrique du Sud et le Cap de Bonne-Espérance dépendent d'AFRICOM. Donc le débat est vraiment ouvert. Pour la France, qui a publié plusieurs documents, à la fois au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères, on intègre évidemment nos départements d'outre-mer, la Réunion, Mayotte, nos territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie, mais la vision française ne couvre qu'une petite partie du littoral de l'Afrique de l'Est et se limite, enfin, à une vision relativement limitée par rapport à la vision maximaliste que peuvent avoir certains documents. Merci, oui, là, avec votre réponse, on prend vraiment conscience de la difficulté à même envisager physiquement l'espace qu'il faut couvrir, tant des espaces maritimes que des espaces terrestres. Mais on va peut-être essayer de déterminer un peu ce qui fait l'actualité de cet espace. Quels sont les enjeux, peut-être les risques de crise actuels. L'espace Indo-Pacifique, si on adopte une vision un peu maximaliste, qui ouvre quand même le plus de perspectives, englobe le périmètre de très nombreuses organisations internationales. Bon, c'est l'ASEAN, c'est l'IORA dont je parlais, c'est l'APEC, c'est la Commission de l'océan Indien pour les petites îles, voilà. Donc il englobe le périmètre de nombreuses organisations internationales, et il concentre toute une série de grandes crises contemporaines et de nombreux facteurs de blocage actuels au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, la problématique numéro 1, et on va y revenir lors des prochaines séances de votre série de podcasts, c'est évidemment la montée en puissance de la Chine et le bras de fer engagé avec les États-Unis pour acquérir le leadership mondial. Dans le cas de la montée de la Chine et pour la zone Indo-Pacifique, ça passe essentiellement par la maritimisation d'expansionnisme chinois avec le développement de sa flotte de guerre, les ambitions territoriales chinoises en mer de Chine avec un espèce de grignotage des archipels existants au détriment des pays riverains, mais également la création artificielle sur le moindre fond de bases sur pilotis permettant comme ça de revendiquer certaines zones maritimes. C'est la recherche également de bases outre-mer, donc on a déjà parlé de la base à Djibouti en océan Indien. Les Chinois sont en train de négocier éventuellement une autre base, c'est totalement hors zone là pour nous aujourd'hui dans le golfe de Guinée, mais surtout ils cherchent activement depuis plusieurs années l'acquisition d'une localisation d'une future base dans le Pacifique Sud,
Sud, avec de fortes chances que cela se produise dans les îles Salomon, à moins qu'ils réussissent à négocier avec les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée également. Donc c'est un sujet très préoccupant pour les Américains et pour les Australiens, et ça donne lieu actuellement à un bras de fer de haute intensité entre les deux camps. On pourrait également parler de l'activité des flottes de pêche chinoises sur les deux océans qui conduit à une surexploitation des richesses halieutiques au détriment des riverains. On pourrait également parler de la dimension maritime du projet chinois des nouvelles routes de la soie, avec la mise en place de d'un chapelet de ports favorables à l'expansion économique des autorités chinoises, de la politique chinoise. Alors, au-delà de la crise du bras de fer concernant l'expansionnisme chinois qui pourrait donner lieu à une crise majeure à l'avenir concernant Taïwan, mais je n'insisterai pas là-dessus, d'autres intervenants insisteront lors des prochaines séances. On peut aussi constater que la zone abrite plusieurs crises actuelles ou potentielles concernant la prolifération nucléaire et balistique. Bon, évidemment, le cas le plus flagrant, c'est ce qui se passe dans la péninsule coréenne avec les ambitions de la Corée du Nord. Il semblerait, au moment où on enregistre l'émission, que le régime de Pyongyang s'apprête à procéder à un nouvel essai nucléaire, sans doute entre la fin du congrès du Parti communiste chinois et les élections des midterms aux États-Unis. Ce serait ce serait le premier essai depuis 2017, que depuis le début de l'année, les autorités nord-coréennes ont procédé au tir d'une trentaine de missiles de diverses portées au niveau de la mer du Japon, au-dessus du Japon, ce qui est assez problématique. Et ce traitement de la prolifération nord-coréenne donne lieu à un blocage au niveau du Conseil de sécurité dans le contexte de la guerre en Ukraine. Évidemment, les Russes étant peu déterminés à soutenir les Occidentaux pour essayer de contenir les velléités balistiques et nucléaires nord-coréennes. Et ce précédent nord-coréen pourrait en ouvrir d'autres. Je pense en particulier au dossier délicat du nucléaire iranien dans le Golfe, avec les risques éventuels au cours des prochaines années de frappes préventives israélo-américaines contre les installations iraniennes, avec des risques réels de représailles iraniennes dans la péninsule arabique et une escalade des tensions. On pourrait rajouter également que la zone abrite deux autres puissances nucléaires déclarées, qui sont l'Inde et le Pakistan, qui sont des pays qui ont été régulièrement en situation de confrontation, la dernière en 99 durant la crise de Kargil. On pourrait noter également que les Israéliens sont indirectement une puissance indo-pacifique du fait de la menace provoquée par le développement de la marine iranienne. Il y a eu pas mal d'incidents en mer Rouge. Il semblerait que le cadran nord-ouest, la mer d'Arabie, serve au déploiement de sous-marins israéliens porteurs de vecteurs balistiques susceptibles d'assurer une contre-frappe en cas de frappe iranienne. Enfin bon, il y a toute une dimension nucléaire proche-orientale qui se projette dans l'espace indo-pacifique. Alors, il y a une autre problématique également concernant la dimension nucléaire, c'est que la zone Indo-Pacifique en tant que telle abrite la très grande majorité des projets de construction de centrales nucléaires civiles au cours des prochaines décennies. On a vu au cours des dernières années une relance de la filière nucléaire à travers le monde, et la plupart de la cinquantaine ou de la soixantaine de projets de nouvelles centrales sont essentiellement concentrés dans la zone, avec tous les risques à la fois d'accidents purement technique, mais du fait de l'existence de nombreux contextes conflictuels dans lesquels vont être construits des centrales nucléaires, il y a un risque de dérapage, un peu à l'image de ce que l'on observe actuellement en Ukraine autour de la centrale de Zaporijjia. Le Pakistan vient de mettre en service, ou va mettre très prochainement en service, une centrale nucléaire construite par les Chinois. Bon, construire une centrale nucléaire civile au Pakistan dans l'environnement de tension prévalant en mer d'Arabie et vis-à-vis de l'Inde, sur une projection de 2 ou 3 décennies, personne n'a vraiment l'assurance que ce soit un gage de stabilité. Et enfin, je dirais que l'enjeu majeur, en fin de compte, du moment, au-delà de toutes les crises déjà citées, c'est vraiment
les capacités de chaque bloc, c'est-à-dire le bloc chinois et de ses alliés locaux et le bloc occidental emmené par les États-Unis, et d'assurer le contrôle des voies de communication à travers l'océan Indien qui sont primordiales dans le cadre de l'économie globalisée, que ce soit pour les transits entre la Chine, l'atelier du monde, et les marchés américains ou européens, que ce soit concernant les lignes d'approvisionnement pétrolière à destination de l'Asie de l'Est développée ou de l'Europe, qui part du Golfe arabo-persique, et demain des importations gazières en provenance du Golfe ou du Mozambique et du littoral de l'Afrique de l'Est au cours des prochaines décennies à destination de l'Europe également. Alors, on a surtout perçu dans votre argumentaire le rôle de bloc ou le rôle de puissance dans cet espace Indo-Pacifique. Est-ce qu'on pourrait parler du positionnement d'États riverains qui finalement essayent de trouver leur place entre cette lutte des grandes puissances? Alors, donc vous avez parlé Japon, Australie, Inde, même Arabie Saoudite, mais par exemple, si on parle de pays qui sont importants sur place, comment se positionnent-ils? Je pourrais parler de Oman, du Vietnam, du Bangladesh, de l'Indonésie, des Philippines, bref, des pays qui doivent finalement composer, mais ont-ils envie de composer avec ces deux blocs, ou au contraire, ont-ils envie finalement d'affirmer une position propre? Alors ces pays, me semble-t-il, tendent à subir quand même l'imposition de ce concept qui, comme cela a été dit précédemment, a été essentiellement forgé quand même par des puissances extra-régionales occidentales, et il n'est pas sûr que la plupart des pays riverains se vivent en tant que riverains d'une zone aussi vaste que la zone Indo-Pacifique. Il y aura plutôt des riverains du Pacifique stricto sensus et des riverains de l'océan Indien. Donc je suis pas sûr qu'ils s'y retrouvent. Le meilleur exemple étant l'Inde quand même, qui se méfie un petit peu de la restructuration actuelle de l'architecture de sécurité dans la zone Indo-Pacifique à l'initiative des Occidentaux, avec la relance par exemple du dialogue quadrilatéral, regroupant l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, le Quad, qui a été relancé à partir de 2017, essentiellement à l'initiative des États-Unis, ou la nouvelle alliance qui est apparue trilatérale cette fois-ci en septembre 2021, AUKUS, centrée donc sur un renforcement des relations entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, en vue de la fourniture de sous-marins nucléaires d'attaque à la marine australienne. Donc l'Inde se méfie un peu de ces alliances militaires, tend à prôner des solutions locales visant à assurer la stabilité, la prospérité de la zone, le développement, un partenariat pacifique, et se méfie un petit peu de la présence de ces forces souvent militaires extra-régionales. Et la plupart des pays riverains donc sont un peu réticents devant la militarisation en cours, étant donné qu'un des aspects aussi caractéristiques de la zone, c'est une militarisation accentuée par le biais essentiellement de forces navales, et une bonne partie étant extra-régionale des eaux et des océans constituant la zone Indo-Pacifique. Ceci dit, cette notion d'Indo-Pacifique quand même peut parler aux pays riverains, puisque on peut quand même trouver plusieurs références dans l'histoire de la zone, plusieurs tendances lourdes qui illustrent l'existence d'une forte connectivité entre le monde pacifique et le monde de l'océan Indien. Je voudrais juste citer rapidement 3 exemples. Le premier, c'est le peuplement de Madagascar par des populations originaires d'insulinde, avec différentes vagues successives de population, et les premières remontant à plus de 2000 ans, qui donc sont des populations qu'on appelle austronésiennes, et qui ont conquis par ailleurs l'ensemble du Pacifique, et pour aller jusqu'à l'île de Pâques. Donc une bonne partie de la population malgache, de la culture malgache, est originaire de l'insulinde et a traversé les 6000 kilomètres qui relient l'archipel indonésien à Madagascar. Le deuxième exemple historique, ce sont les 7 grandes expéditions conduites durant l'Empire Ming par l'amiral
Zheng au XVe siècle, à destination donc de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est. Donc à l'époque, c'était des expéditions gigantesques qui ont pu rassembler jusqu'à une centaine d'embarcations et jusqu'à 30 000 marins, commerçants et militaires, et qui se sont arrêtés brutalement à compter de 1433. Si ce genre d'expédition s'était maintenu, sans doute que la face de l'océan Indien et d'une bonne partie de la planète aurait été autre si la Chine avait maintenu cette fibre maritime. Et le troisième exemple, c'est l'empire maritime d'Oman qui a rayonné durant une bonne partie de l'histoire le long des côtes d'Afrique de l'Est jusqu'à Zanzibar. Il y avait Zanzibar a été pendant plusieurs siècles une colonie de Oman, et cela a favorisé l'existence de routes commerciales des marchands arabes que l'on a retrouvés jusque dans les ports chinois, avec là beaucoup de récits chinois concernant la présence de ces marchands arabes ou de traces archéologiques. Donc la zone Indo-Pacifique n'est pas qu'une construction artificielle par des penseurs occidentaux, il y a quand même un fond de réalité concernant cette connectivité entre l'espace pacifique et l'espace de l'océan Indien. Bien, merci Jean-Marc pour cette revue finalement d'actualité, des enjeux et des conflits potentiels. Mais on observe dans les pays de cet espace Indo-Pacifique la publication de beaucoup de livres un peu à but prospectif. On pense aux visions là, de l'Arabie Saoudite, Vision 2030, on pense au programme chinois qui va jusqu'en 2050. Donc dans cet esprit-là, quels sont finalement les enjeux avec une idée de prospective que vous voyez comme étant les plus importants de la zone? Donc c'est toujours difficile de se prononcer sur le futur, mais il y a quand même quelques balises qui permettent de faire cheminer notre vision concernant l'avenir. La première, c'est l'évolution démographique de la zone, étant donné que sans doute d'ici quelques semaines ou peut-être quelques mois, l'Inde va dépasser démographiquement la Chine. Et on va assister à un basculement de l'Asie de l'Est et de la Chine vers le sous-continent indien et l'Inde en tant que primauté démographique au niveau mondial. Et ce dépassement de l'Inde par la Chine, de la Chine par l'Inde, va s'accompagner par un début de vieillissement de la population chinoise qui va aller relativement vite, ce qui fait que si d'après les études des Nations Unies qui tentent de se projeter à 2050 voire au-delà, il va y avoir un creusement assez significatif du différentiel de population entre la population indienne et la population chinoise vieillissante au cours des décennies suivant 2050, ce qui va sans doute remettre en cause pas mal ces questions de leadership mondial. Ce basculement démographique va également s'accompagner d'une montée en puissance de l'islam asiatique au niveau du Pakistan, au niveau des minorités indiennes, des minorités musulmanes en Inde, du Bangladesh et de l'Indonésie, qui est une grande puissance dont on ne parle quasiment pas en France, alors que c'est une puissance considérable en devenir, avec laquelle il faudra compter au cours des prochaines décennies. Donc premier facteur démographique avec des changements profonds. Deuxième facteur de changement à l'avenir, l'impact du changement climatique qui va toucher fortement la zone du fait du stress hydrique auquel sont confrontés d'ores et déjà un certain nombre de pays riverains au niveau du sous-continent indien, au niveau de l'Afrique de l'Est par exemple. Les risques de submersion, de montée des eaux, de disparition du trait de côte, en particulier dans le golfe du Bengale, ou de disparition quasi totale de certains petits territoires insulaires, des Maldives à beaucoup de micro-États insulaires du Pacifique Sud, ce qui fait que la zone va générer énormément de déplacés climatiques dont il va falloir gérer l'accueil et qui risque d'être un facteur de tension. Et le troisième point, et je terminerai très rapidement là-dessus, au niveau prospectif, ça c'est moins quantitatif et on pourrait en discuter. C'est, je pense, la montée d'un sentiment de lassitude et de ras-le-bol d'une bonne partie des populations riveraines vis-à-vis de la suprématie occidentale en général, qui a été portée par l'histoire durant plusieurs siècles avec l'occupation coloniale européenne à partir du début du XVIe siècle.
et la suprématie occidentale actuelle incarnée par les États-Unis. On voit poindre depuis plusieurs décennies tout un discours tenu par des personnalités locales indo-pacifiques, entre guillemets, mettant en avant des valeurs asiatiques qui ne seraient pas forcément les valeurs universelles occidentales. Et il y a également une volonté d'affirmer la culture locale par rapport à la domination culturelle occidentale traditionnelle. Je pense par exemple aux efforts chinois de promotion de la langue chinoise à travers un réseau intense d'Institut Confucius pour l'apprentissage de la langue chinoise, ou dans un tout autre registre, la soft diplomatie sud-coréenne permettant, via la culture, via le cinéma, via la K-pop, de développer les intérêts de la République de Corée du Sud. Alors Jean-Marc, pour finalement sortir un peu de l'aspect un peu académique, un peu scientifique de votre très important et très intéressant exposé, ce que je vous propose, et on le proposera à chacun de nos invités, c'est de nous donner quelques idées de lecture, quelques idées de musique ou de films en lien avec la zone que nous étudions, ce qui permettra à nos éditeurs de poursuivre un peu sur un mode un peu plus décontracté, un peu plus ludique, culturel, de poursuivre un peu leur réflexion sur la zone Indo-Pacifique. Alors l'exercice est délicat et totalement subjectif, bon, je vais tenter de m'y livrer. Donc concernant les choix musicaux, je vous en conseillerai 3. Donc le premier, c'est un groupe de K-pop coréenne, évidemment, qui sont incontournables. Donc je pensais au groupe BTS, et en particulier 2 morceaux qui font écho à la situation prévalente dans la péninsule coréenne. Le premier, c'est Dynamite, et l'autre, c'est We're Bulletproof, nous sommes à l'épreuve des balles. Alors sachant que ce groupe BTS a été fondé en 2013, c'est un des plus grands de la scène K-pop, et qui va être confronté en fin de compte aux problématiques sécuritaires dans la péninsule coréenne, parce que c'est un groupe constitué de 7 chanteurs et danseurs qui ont actuellement entre 29 et 25 ans, et la loi coréenne prévoit que tous les jeunes garçons valides doivent suivre leurs obligations militaires avant l'âge de 30 ans. Donc 2 membres du groupe là vont d'ici la fin de l'année sans doute quitter le groupe, qui va être obligé au minimum d'être mis entre parenthèses ou être quasiment démantelé du fait de ses obligations de service militaire. D'accord. La deuxième référence musicale, donc c'est Pascal of Bollywood, qui est un chanteur français qui s'appelle, je crois, Pascal Ainy, qui connaît un très grand succès en Inde, étant donné qu'il chante en hindi, en tamoul et en d'autres langues, et qui a connu un très 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 grand succès. C'est assez impressionnant. Enfin, lorsqu'on consulte ces vidéos sur YouTube, au niveau des commentaires de spectateurs indiens, ils sont estomaqués de voir un occidental chanter aussi bien en hindi, quasiment parfaitement. Et le troisième choix musical, c'est Henry Workdrum, qui est un artiste australien qui promeut de la musique électro, enfin un mix de musique électro avec de la musique traditionnelle et des instruments de musique traditionnelle aborigène. Donc c'est un peu chamanique, c'est un peu répétitif. On peut ne pas aimer, moi j'adore. J'ai des souvenirs de vacances en famille. On avait passé plusieurs semaines à travers l'Australie, et on avait acheté un disque de musique de ce genre-là que le reste de la famille ne supportait pas, mais que j'adorais. Moi j'en profite pour le placer. Concernant les livres, 3 choix. Le premier, donc, c'est d'une grande fresque de science-fiction chinoise de Liu Cixin, qui est un des principaux auteurs de science-fiction chinoise. Donc, c'est le problème à 3 corps, la forêt sombre et la mort immortelle. C'est une fresque de plus de 2000 pages. Nous nous rejoignons là-dessus, puisque j'en suis au 3e volume. Bon, alors, moi, j'ai eu la chance de les terminer, donc c'est assez impressionnant. Ça démarre durant la Révolution culturelle, où un professeur de physique d'université est harcelé à mort par ses étudiants sous les yeux de sa fille, qui est une jeune astrophysicienne relativement brillante, qui néanmoins est mutée dans un laboratoire au fin fond de la Mongolie intérieure, où elle se livre à des expériences d'astrophysique, et un soir, un peu déprimée, elle fait preuve d'une relative imprévoyance, enfin pas imprévoyance, mais elle prend un risque entre guillemets en faisant quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, et cela va avoir des répercussions au cours des prochaines décennies et des prochains siècles pour l'ensemble de l'humanité. C'est de la hard SF, donc qui est très précise au niveau de tout ce qui est exactitude et cohérence scientifique, et ça se dévore véritablement. Le deuxième choix, alors c'est le nouveau livre de l'écrivain belge David
Van Reybrouck qui s'appelle Révolusie, qui concerne les conditions d'indépendance de l'Indonésie, donc grand pays actuel et en devenir, dont on connaît quand même somme toute très peu en France. David Van Reybrouck avait écrit un livre absolument fabuleux sur le Congo et sur l'indépendance du Congo voici quelques années. Là, il remet ça sur l'Indonésie. Et alors, je ne l'ai pas lu, mais je vais me précipiter pour l'acheter parce que je suis un grand fan de son livre sur le Congo et pour l'avoir entendu à plusieurs occasions en interview sur France Culture ou ailleurs, le livre semble passionnant et nous fait vraiment découvrir le monde indonésien avec beaucoup d'exactitude. Et le troisième, c'est un polar qui s'appelle L'inconnu de Bangalore d'Anita Nair. Bon, le polar permet de pénétrer quand même dans beaucoup d'environnements politiques ou sociaux particuliers. Ça se passe à Bangalore, la Silicon Valley indienne, et ça nous montre un aspect de l'Inde qui tranche un peu avec la vision misérabiliste que l'on peut avoir de ce grand pays. Concernant les films, là aussi trois suggestions. Le premier, c'est bien évidemment Parasite, le film sud-coréen qui a remporté la Palme d'Or et également l'Oscar du meilleur film, en dépit du fait que ce soit un film non anglophone et qui a trusté plusieurs autres Oscars. Donc c'est une descente au vitriol au sein de la société sud-coréenne qui est un véritable plaisir à voir. Et je terminerai par deux nanars, un chinois et un indien, mais qui sont très révélateurs du climat un peu nationaliste qui prévaut dans ces pays-là. Le premier, donc, c'est un film chinois qui s'appelle Homecoming, qui n'est apparemment pas encore sorti, qui vient de sortir en Chine, mais je n'ai pas retrouvé de traces de lien sur YouTube le concernant. Donc, c'est un film d'action interprété par Wang Junkai, qui est le membre d'un boys band chinois assez connu, TF Boys. L'action est censée se passer en 2015 en République de Nouméa, qui est grosso modo la Libye actuelle en pleine guerre civile, et deux diplomates de l'ambassade chinoise en République de Nouméa tentent de sauver un groupe de mineurs chinois travaillant sur un site extractif en plein désert, et pour les ramener jusqu'à la frontière tunisienne et les sauver. Et donc ils traversent plein de péripéties avec des bandes armées qui cherchent à faire leur peau. Et à la fin, évidemment, donc les mineurs sont sauvés, montent dans l'avion qui va les ramener dans l'Empire du Milieu en agitant des petits drapeaux chinois pour montrer que la République n'abandonne jamais ses ressortissants aux quatre coins du monde. Et l'autre, le dernier, donc c'est un autre petit nanar indien qui s'appelle Gunjan Sawena's Kargil Girl, qui est un film de guerre indien concernant la crise avec le Pakistan lors de l'affaire de Kargil, et qui est tiré de la vie de la première femme pilote d'hélicoptère de l'Indian Air Force qui a été engagée en zone de combat lors de la crise de Kargil, et qui pilote en particulier une version indienne de l'Alouette 3 qui a fait les beaux jours de l'industrie aéronautique française dans les années 50 et 60. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour ces conseils culturels qui, je pense, vont permettre à nos auditeurs d'un peu explorer les différentes cultures de cet espace. Bien, merci beaucoup Jean-Marc. Vous nous avez permis finalement de prendre en compte l'espace sur lequel les podcasts d'Amarante International vont se concentrer pendant cette période 2022-2023. Nous allons faire toute une série de podcasts sur un rythme qui pourra être mensuel. Et après tout ce survol de la zone et de ces problématiques que nous avons fait avec vous, Jean-Marc, nous aurons prochainement d'autres invités qui nous permettront de faire des focus, de faire des points d'attention sur tel ou tel espace ou telle thématique liée à cet espace Indo-Pacifique. Bien, c'est ainsi que s'achève notre premier podcast d'Amarante International que nous avons décidé de titrer Les rencontres de l'Indo-Pacifique. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci Jean-Marc. Merci bien. Au revoir. Au revoir.